Bienvenue dans Labo d'Hippocrate. Je suis Léo, médecin en fin de formation et fondateur de H, un écosystème digital de prévention dont le premier outil sera bientôt votre assistant santé préféré, Hippocrate. Ici, avec des experts, on casse les idées reçues et on vous donne les clés simples pour mieux comprendre votre santé et prendre soin de vous au quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour. Tout ça? Ouais. Pauline, bonjour. Bonjour Léo. Bienvenue dans le Labo d'Hippocrate. Je vais te demander de te présenter pour les auditeurs du jour, s'il te plaît. Donc, je m'appelle Pauline Guillou, je suis gastro-entérologue et je suis spécialisée dans les maladies du foie. Je travaille dans l'ouest de la France. Je dis pas trop où je travaille parce que je travaille en libéral et c'est vrai que d'être assez exposée parce que je fais de la création de contenu depuis 2 ans. Ça m'expose du coup parfois à la prise de rendez-vous dans mon cabinet et on a déjà des délais d'attente qui sont très, très, très longs. Donc, c'est pour ça que je précise pas où je travaille. Mais donc, du coup, je suis médecin dans la vraie vie et en parallèle, je fais de la création de contenu en santé où je vulgarise la santé plutôt digestive en raison de ma spécialité. Et aujourd'hui, on va aborder justement une partie de cette santé digestive, puisque les patho-gastro-entérologie, je pense que si on devait parler de tout ce que vous faites, on n'aurait pas suffisamment d'un épisode pour le faire. Donc là, on va s'orienter surtout vers la partie qui est dans ton pseudo sur les réseaux Pauline et Patho, donc la partie du foie, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et ça va être d'ailleurs ma première question. C'est quoi les rôles du foie dans l'organisme? Le foie, c'est un organe multiple. En tout cas, c'est un organe vital. C'est hyper important. Souvent, on me demande, pas plus tard que tout à l'heure, on me demandait si on pouvait enlever tout le foie. Et non, c'est pas possible. C'est pas un organe qu'on peut retirer, étant donné qu'on peut pas vivre sans foie. On peut pas vivre sans foie parce que donc il est multiple. Il est à la fois il permet la création de petites protéines qui sont nécessaires au bon fonctionnement du sang, comme par exemple l'albumine, qui est une protéine qu'on va retrouver, qui est absolument nécessaire dans notre corps, mais aussi au métabolisme énergétique. Donc, c'est grâce au foie qu'on va avoir à la fois un stockage de graisse et puis quand il y a besoin sur un effort, par exemple, il va permettre de transformer ça en sucre et d'utiliser ce sucre. Voilà, donc ça, c'est vraiment sur le métabolisme, à la fois, sucre, graisse, donc énergétique. C'est aussi une synthèse de la bile et la bile, hein, ça, on le connaît un peu plus. Heu, c'est ce qui permet la digestion des graisses dans notre alimentation et puis aussi, c'est l'usine, un peu d'épuration de notre corps, puisque il va éliminer, en fait, les toxines. Alors, je me méfie toujours en disant ce mot-là pour pas que ce soit, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais lui, il travaille tout seul, le foie, mais il va donc éliminer, par exemple, si on consomme de l'alcool, il va transformer l'alcool, il va transformer aussi les médicaments de manière à les éliminer et que, ce soit pas toxique, pour notre foie et notre corps en général. Et en effet, on reviendra dessus parce qu'il y a pas mal d'idées reçues sur cet organe, et c'est assez marrant. T'as la même réflexion. J'ai tourné ce matin avec, alors je sais pas si l'épisode sera sorti, pardon, Anthony Corchia, qui est néphrologue. Il me disait la même chose, c'est que les gens ont toujours cette question-là de savoir si les reins sont un organe vital ou pas. Et je pensais pas que le foie faisait partie aussi de ces questionnements. Pour moi, ça paraissait Logique, mais plutôt ouais. logique. Et justement, au niveau de ce foie-là, alors, il est relié à plein d'organes différents. Donc, il est dans le cadran supérieur droit, au niveau du ventre. Euh, il est relié à plein d'organes un petit peu, et c'est ça qui fait aussi son fonctionnement et son utilité. Est-ce qu'on peut revenir juste sur l'anatomie de ce qu'il y a un peu autour aussi, avec quoi il s'entremet? Ouais. Alors j'aime bien dire que c'est l'organe le plus lourd du corps, si on compte pas la peau. Alors effectivement, si on considère que la peau, c'est un organe, effectivement, la peau va être plus lourde que le foie. Mais grosso modo, un foie adulte d'une personne, heu, standard, c'est un chat, tu vois? Ça correspond à peu près au poids d'un chat. Moi, j'ai des gros chats, donc pas un Maine Coon, mais un chat de gouttière, on va dire. Et là encore, évidemment, quand on fait une échographie, c'est normal quand on fait 2,20 m,
d'avoir un plus grand foie que quelqu'un qui mesure 1,40 m. Ça, c'est important parce que parfois, je vois des patients arriver disant, «J'ai un diagnostic de grand foie», donc on appelle ça une hépatomégalie quand on décrit, sur les comptes rendus d'échographie. Et en fait, une hépatomégalie toute seule, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut quand même le corréler aussi à la taille de la personne. Donc pas d'inquiétude, si jamais vous voyez ça sur un compte rendu. Décrire la taille du foie, c'est une bonne chose, mais ça n'est pas un critère, de pathologie, de maladie en tant que telle. Donc ça, c'est voilà, c'est un gros organe qui effectivement, comme tu l'as dit, il est situé, à droite, il est vraiment sous les côtes. Donc c'est un organe qu'on normalement, quand il n'est pas malade, on ne doit pas le sentir à la palpation, puisqu'il est vraiment derrière les côtes. Et il est logé sous le diaphragme. Le diaphragme, c'est ce muscle qui va, faire la distinction entre, d'un côté, le thorax et puis en dessous, tout ce qui est l'abdomen avec on va retrouver les viscères. Donc il est vraiment collé à ce diaphragme, très haut situé. On a toujours l'impression que c'est plus bas dans le ventre, mais vraiment c'est sous les côtes. Et il est relié bien évidemment à la vésicule biliaire qui est, cachée, en dessous du foie, qui est vraiment collée, en dessous du foie. La vésicule biliaire c'est plutôt elle qui est reliée au foie puisque finalement le foie va sécréter de la bile par tous les petits canaux. On va penser comme un arbre. D'ailleurs, on parle de l'arbre biliaire et tous ces petits canaux à l'intérieur du foie qui sont microscopiques vont devenir de plus en plus gros et puis ensuite, il va y avoir un canal et ce canal est relié à la vésicule. La vésicule est toute petite, beaucoup plus petite et elle est ce petit organe collé parce que c'est une sorte de réserve de bile qui va, être vidée au moment d'un repas. Et en dessous, on a cette bile qui, donc sort de la vésicule biliaire et en fait qui vient se jeter dans, l'intestin grêle, dans le début de l'intestin grêle qu'on appelle le duodénum. Donc tout ça est vraiment, très, très proche. On a aussi le pancréas qui n'est pas très loin puisque, le pancréas lui aussi a un canal qui vient se jeter, au même endroit que le canal de la bile. L'estomac n'est pas très loin. Lui, l'estomac, il est à gauche de la partie, gauche du foie. Et puis on a, sous le foie, on a le rein droit aussi. Donc voilà, c'est un peu pour, donner, l'anatomie du foie. Alors lui, il a une particularité aussi, le foie, c'est qu'il va recevoir, du sang, mais avec, à la fois, une veine et à la fois une artère. On appelle ça une double vascularisation. Et ça, c'est une particularité, du foie et donc il va recevoir, quand on parlait tout à l'heure, des toxines à éliminer et cetera, mais en fait, il est effectivement, tout ça passe par le sang, arrive en fait au niveau du foie, c'est filtré et hop, ça repart vers le cœur. Voilà, grosso modo au niveau des vaisseaux en fait du foie. Et c'est vraiment, au final, pour le corps, c'est un peu comme une grosse usine par lequel tout passe et par lequel tout doit être justement géré, filtré, synthétisé, stocké. Et d'où son importance en fait en tant qu'organe. Oui, oui, c'est une vraie usine. Moi, j'utilise ce mot-là aussi pour parler du foie. Petite pause pour vous parler de H, l'écosystème digital de prévention que nous construisons. Son premier outil, en cours de développement, sera Hippocrate, votre futur assistant santé qui vous aidera à prendre soin de vous au quotidien. Pour en savoir plus, rendez-vous sur h-solution-avec-s.fr, h-solution-avec-s.fr. C'est parti, on peut reprendre l'épisode. Il y a pas mal de choses à dire sur cet organe, mais je pense que la première chose par laquelle j'aimerais aborder, c'est un peu au quotidien. Qu'est-ce qui fait que on peut abîmer son foie dans notre vie de tous les jours? Évidemment, je vais répondre par, ce que les gens, savent déjà. Et si tu poses la question à quelqu'un de savoir comment est-ce qu'on peut abîmer son foie, je pense grosso modo qu'ils vont à peu près tous te dire, l'alcool. C'est assez connu, la consommation d'alcool, évidemment une consommation d'alcool plutôt chronique, excessive. On peut rappeler qu'aujourd'hui, les d'un point de vue, pour pas prendre de ce risque pour sa santé, il faudrait ne pas consommer du tout d'alcool, mais ce qui est en tout cas,
établi, c'est qu'il y a un vrai risque, au-delà de 2 verres, par jour. Hommes et femmes, on a simplifié un petit peu, ces «taux» entre guillemets à ne pas dépasser et quand on parle de 2 verres, on parle de verre, qu'on sert dans un bar. Donc c'est un ballon de rouge, c'est un demi de bière, voilà, hein, on parle pas d'une pinte, on parle pas, d'une dose maison, qui sont souvent, plus importantes que, dans les bars. Il faut pas consommer d'alcool tous les jours, hem et donc voilà, donc ce qui abîme le foie, bien sûr, c'est une consommation d'alcool, hem, plutôt sur le long terme et dans des doses, excessives. Mais ça, c'est, plutôt bien connu, mais il y a des choses qui aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, même si on consomme pas d'alcool, on peut abîmer son foie et maintenant on se dirige quand même probablement plus et de plus en plus on le voit en consultation, tout ce qui, va générer un foie gras, ça prend des proportions quand même très importantes, puisque aujourd'hui, quand on voit qu'on a une épidémie, à la fois, d'obésité, mais aussi de diabète, voilà, tout ça, ça contribue malheureusement à abîmer le foie en générant, enfin via la maladie, du foie gras, peut-être qu'on y reviendra, plus tard. Donc l'hygiène de vie vient évidemment, influencer, le foie et quand on a une hygiène de vie qui n'est, pas bonne ou en tout cas qui n'est pas, hem, par exemple, quand on va consommer, une alimentation à base de produits ultra transformés, trop souvent, quand on va manger, le classique, trop gras, trop sucré, trop salé, quand on va, consommer des sodas, quand on ne fait pas suffisamment d'activité physique, de sport ou qu'on est sédentaire, tout ça vient éventuellement abîmer son foie. Et puis après, il y a, les autres toxiques, comme, bien sûr le tabac joue un rôle, mais aussi le cannabis, c'est peut-être un peu moins connu, mais le cannabis, fibrose également, donc ça veut dire qu'il rend plus dur le foie. Et puis, plus il y a de facteurs, qui viennent agresser le foie, plus on les cumule, si tu veux. Si on consomme de l'alcool, un peu tous les jours, sans forcément être dans des consommations, hyper excessives, mais si on consomme un peu tous les jours, 3-4 verres par jour, qu'on vient, manger, très riche, très sucré, un peu de soda en plus, qu'on fait pas de sport du tout et en plus qu'on a un travail très sédentaire, ça veut dire qu'on bouge très peu dans la journée, par exemple, on est, derrière un bureau. Le fait de cumuler comme ça, tout ça et ben, ça augmente évidemment le risque, d'atteinte, du foie. Ça, c'est sûr. Il y a un facteur cumul qui est clair et net et puis après, ce qui vient aussi, abîmer le foie, bah, c'est toutes les autres choses et on en parlera après, les hépatites virales, chroniques, donc plutôt l'hépatite B, l'hépatite C et puis après il y a des facteurs aujourd'hui qu'on maîtrise pas, qui sont aussi toutes les maladies génétiques, comme par exemple, l'hémochromatose, cet excès en fer, mais d'origine génétique. Les maladies, liées à l'immunité qui peuvent se déclencher comme ça, on en voit, quand même beaucoup. Voilà, il y a tout ça qui peut aujourd'hui, abîmer, le foie. Et comme tu dis, il y a ceux qu'on sait, mais tu vois, je pense que beaucoup de personnes savent que l'alcool abîme le foie, mais pensent que c'est en des quantités astronomiques. Pour ceux que ça intéresse, j'ai tourné avec le professeur Nassila, qui est le président de la Société française d'alcoolologie, sur les effets de l'alcool sur votre corps. Il n'y a aucune consommation d'alcool sans risque pour votre santé. C'est le message à retenir. Donc même un petit verre par jour, même un verre tous les 2-3 jours par-ci par-là aura un risque pour votre santé à terme. Et on retrouve aussi toujours un peu les mêmes coupables au final, que ce soit l'alimentation, la sédentarité, bon la consommation de toxiques aussi, sachant que l'alimentation, on le répète assez souvent ici, mais c'est la répétition d'un comportement jugé comme, enfin, d'un comportement qui n'est pas sain, qui va poser problème. C'est pas parce que un soir vous vous faites plaisir au restaurant
et vous faites trop gras, trop sucré, trop salé, que ça va poser des soucis. C'est la répétition de ce comportement. Si vous faites ça 80% du temps, en effet, ça va être un souci. Et justement, ça me fait enchaîner sur cette pathologie qui est, je pense, en train de devenir peut-être la première cause de cirrhose maintenant, En le France, on foie est gras. encore, ouais, en France, on est encore sur l'alcool. Ok, Mais on vient, en tout cas sur les causes, par exemple, de transplantation du foie en France, la première cause reste l'alcool. Mais on est effectivement, en tout cas, voilà, ça vient, on est presque ex aequo avec l'alcool. Mais on sait que dans d'autres pays, effectivement, c'est plutôt la maladie du foie gras. L'alcool en France, on reste encore, hein, un pays très touché, tiens, par les pathologies en lien avec l'alcool. hmm. Ouais, ça m'étonne pas. C'est un très grand nombre des passages aux urgences. Je crois que c'est 10 à 15% des passages aux urgences qui sont causés par l'alcool tous les jours. Et justement, cette pathologie, c'est le foie gras, donc le NASH pour son nom scientifique. Est-ce qu'on peut revenir un peu dessus, savoir comment on en arrive là, c'est quoi les symptômes? Question très importante. Est-ce qu'on peut avoir un NASH sans être obèse? Beaucoup de questions. Alors, un peu de nomenclature, si je puis dire. En médecine, on a quand même un défaut, c'est qu'on aime bien changer le nom des maladies et tu as parlé de NASH. Et en fait, aujourd'hui, on parle de MASH. Bon, ça fait 1 an, un petit peu plus d'1 an à peu près. On a changé les termes. C'est dommage parce que les gens commençaient à comprendre quand on utilisait NASH et maintenant, il faut dire MASH. Voilà, donc MASH et le problème aussi, c'est que c'est pas très parlant parce que c'est un acronyme, anglais. Et donc c'est un peu compliqué. Moi, j'utilise le mot maladie du foie gras pour dire qu'il y a une maladie en rapport avec un foie gras parce que c'est pas parce qu'on a un foie gras découvert de façon fortuite, sur une échographie qu'on a une maladie du foie gras. Donc il faut faire le distinguo entre avoir un foie gras et avoir la maladie. Heu, le problème, c'est que c'est pas une maladie, qui donne des symptômes et en fait, le problème global quand même des maladies du foie, c'est que dans la majorité des cas, il y a pas de symptômes, hein. Moi, je le répète toute la journée, c'est qu'il faut pas attendre d'avoir des symptômes d'une maladie du foie pour la prendre en charge. Finalement, comment ça s'est diagnostiqué? Très souvent de façon fortuite. On fait une échographie pour toute autre chose, je ne sais pas moi, une appendicite, tu vois? Un truc comme ça et la radiologue dit: «Ah, par contre là, il y a un foie gras, reparlez-en avec votre médecin généraliste». Ça, c'est un mode de découverte. L'autre mode de découverte très, très, très fréquent, c'est les anomalies sur la prise de sang avec parfois des anomalies, du bilan hépatique. Donc on va retrouver les fameuses gamma-GT dont on entend souvent parler, qui ne sont pas que en lien avec la consommation d'alcool donc, mais aussi d'autres enzymes du foie. Parfois il y a un excès de fer. Alors ça, c'est très, très, très fréquent. C'est un motif de consultation vraiment très récurrent. Voilà, grosso modo, c'est un peu les modes d'entrée dans le diagnostic. Mais c'est vrai que c'est une maladie qui, prend des proportions importantes. Alors déjà parce que il y a 30 ans, c'est pas qu'on savait pas que ça existait, mais en tout cas, c'est l'évolution de la médecine et on considérait pas enfin voilà, on ne connaissait pas ça. De plus en plus, les choses se sont affinées et effectivement, aujourd'hui, on voit que la population, ayant, heu, pris, du poids, s'étant, sédentarisée, heu avec beaucoup plus de facteurs de risque cardiovasculaires et le numéro 1 pour la maladie du foie gras, c'est le diabète. Eh bien, quand on a une forte proportion dans la population française à avoir comme ça, à la fois être en situation d'obésité, à la fois avoir un diabète, eh bien, effectivement, on considère aujourd'hui à peu près, il y avait une cohorte, la cohorte Constance qui avait été faite il y a quelques années, qui disait que finalement, si on corrélait à la France, c'était 20 des Français qui avaient un foie gras. Attention, encore une fois, je dis avoir un foie gras, ça n'est pas avoir la maladie du foie gras. Parmi les gens qui ont un foie gras, là,
on va dire que c'est à peu près 10 à 20 aussi d'entre eux qui ont une maladie du foie gras. Mais bon, quand tu vois 60 millions de Français, 20 avec, un foie gras, donc une stéatose, 10 à 20 d'entre eux avec, une MASH, donc une maladie du foie gras, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup de personnes à dépister, à orienter, à voilà, ça je dis pas encore à traiter parce que, on n'a pas, en tout cas de médicaments, à ce jour où on enregistre, le podcast, mais il y a des choses qui vont arriver. Et donc, la différence, entre le fait d'avoir une stéatose, donc un foie gras et une maladie, eh bien, ça va être, heu, la différence, en fait, elle se fait au niveau microscopique. Alors, on va pas regarder, sous microscope tous les foies des gens qui ont un foie gras parce qu'on s'en sortirait pas. Mais en fait, effectivement, c'est microscopique ce diagnostic normalement parce qu'on voit une inflammation apparaître. Ça veut dire un peu que bah, moi, je dis à mes patients: «Votre corps, il tolère plus cette graisse, en fait, au niveau du foie et il s'enflamme» et là, c'est le début de la maladie, avec ce phénomène qui est commun à toutes les maladies du foie, que ce soit en lien avec l'alcool ou, par exemple, en lien avec une pathologie, liée à l'immunité. Il y a une inflammation, une réaction inflammatoire, il y a une réaction de cicatrisation, une inflammation, de la cicatrisation, inflammation, cicatrisation et cetera et puis petit à petit, bah, ce foie, il s'abîme, il se fibrose, ça veut dire qu'il se durcit et puis à l'extrême, eh bien, il y a la cirrhose et la cirrhose, bah, c'est quand le foie ne fonctionne plus correctement, quand il assure plus correctement ses fonctions dont on a parlé au début et c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, la cirrhose, c'est forcément l'alcool. Eh ben non, pas du tout. On peut avoir tout à fait une cirrhose en lien avec une maladie du foie gras et donc on en voit de plus en plus. Et les gens, du coup, qui sont atteints de ce foie gras-là, c'est forcément des gens qui ont des pathologies type obésité, diabète, tout ça, ou on peut avoir des gens, c'est ce qu'on appelle euh, les non-obese metabolical ill people. En Oui, gros, les personnes on qui appelle sont ça les métaboliquement mâches malades, maigres. ouais, les mâches Alors, maigres, d'accord. ouais, Je sais même c'est pas qu'on pas appelait ça très mâche. ouais, ouais, c'est très particulier, mais bon, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que oui, en fait, en pratique, de façon, courante, oui, on va retrouver effectivement, alors pas forcément une obésité, mais on va retrouver quand même un surpoids ou, tu sais, un tour de taille augmenté, plus de 94 centimètres chez l'homme et plus de 80 centimètres chez la femme. Donc ça, effectivement, ça signe associé à d'autres choses, mais ça peut signer un syndrome métabolique, donc avec de la graisse viscérale, donc de la graisse autour des organes digestifs. Ça, c'est très, très fortement corrélé au fait d'avoir aussi de la graisse au niveau du foie. Les gens qui sont minces, c'est quand même très rare. Je crois donc les lean MASH en anglais, c'est c'est vraiment moins de 10 et de toutes les MASH et en fait, moi, en pratique, j'en ai quasiment pas, en fait et probablement chez ces personnes-là, il y a un facteur génétique, voilà, à développer effectivement une maladie du foie gras. Si j'en ai quand même, j'en ai une là, je visualise. Ouais, c'est le chiffre que j'avais, 10%, mais en fait, j'abordais ce sujet-là surtout parce que pense souvent que les gens qui sont atteints de ces maladies-là, c'est des gens qui sont vraiment très obèses avec des IMC Mmh. vraiment élevés. Et c'est ce que tu dis en fait. Ce qui est important, c'est aussi ce tour de taille. On en parle beaucoup dans plein d'épisodes sur plein de sujets. On en a parlé dans l'épisode sur le diabète justement, où le tour de taille est fortement corrélé enfin le niveau d'insulinorésistance, pardon, est fortement corrélé au tour de taille. Et c'est cette graisse qui se stocke à la taille, même si vous en avez pas forcément plus haute part. Et vous le voyez, on le voit tous, la morphologie des personnes qui ont beaucoup de graisse viscérale, c'est-à-dire, on voit souvent quand même chez les hommes un ventre, ce qu'on appelle le bide à bière, qui est au final pas forcément un bide à bière, mais plus un bide à graisse viscérale. Et c'est ce ventre-là et cette graisse-là qui va être responsable d'une inflammation chronique et de tout un tas de pathologies derrière. Oui, oui, totalement. J'invite souvent les gens à se mesurer, à mesurer leur tour de taille et souvent dans les commentaires, alors évidemment, j'entends que ce soit pas, agréable de découvrir que son tour de taille est au-delà
de 80 centimètres pour une femme et 94 centimètres pour un homme. Et souvent, sur les réseaux sociaux, j'ai dans les commentaires: «Mais quoi? Il faut donc faire une taille 30, ne pas avoir un foie gras». Et en fait, non, on parle pas de ça, on parle pas de la taille, encore une fois, de la taille des vêtements. Il faut pas voilà, il faut pas avoir une confusion entre le fait de donner un chiffre, médical prouvé sur le syndrome métabolique. Encore une fois, on n'est pas là pour faire des considérations, et des, je sais pas, en tout cas, faire de la, comment on peut dire? De la grossophobie. L'idée n'est pas du tout là, mais c'est simplement de dire, bah, effectivement, ces chiffres-là, ce sont ceux établis pour le syndrome métabolique. Pas moi qui les ai inventés. Et si vous êtes au-delà, encore une fois, parlez-en avec votre médecin généraliste. Et ce que je vois de plus en plus arriver, tu vois, en consultation, c'est des patients qui ont soit un foie gras, soit une MASH, et on est parfois quelques années avant la déclaration d'un diabète. Ils n'ont pas d'hypertension artérielle, ils n'ont pas de diabète. Parfois, il y a effectivement un prédiabète, donc on sent que la glycémie quand même, le taux de sucre à jeun, il commence à monter un peu, mais on n'est pas dans les clous encore d'un diabète. Il y a pas de problème de cholestérol. Il y a des antécédents chez les parents. Le père a fait un infarctus du myocarde ou un AVC. Il y a, du diabète chez la maman. Donc il y a un univers, on sent, familial. Il y a ce foie gras et en fait, ce que je leur dis, c'est: «Chouette, on est avant le développement d'un diabète, on est avant le développement de facteurs de risque cardiovasculaire. Donc chouette, parce que là, vous allez pouvoir reprendre les choses en main. Vous allez pouvoir, grâce aux conseils, qu'on va donner, voilà, vous mettre en mouvement, en activité et donc changer le pronostic, finalement, le pronostic cardiovasculaire, hein, de la maladie». Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que la MASH, bien sûr, c'est une maladie du foie, mais aujourd'hui, ce qui est le pronostic, en tout cas chez ces patients, c'est le fait pour le foie, c'est le fait d'avoir, donc on a dit une fibrose, une cirrhose. Ceux-là, ce sont des patients qui vont se compliquer effectivement d'un point de vue hépatique. Mais les patients qui ont une maladie du foie gras et qui n'ont pas de fibrose, donc qui n'ont pas un foie dur, ils vont pas, je vais être un peu crue, ils vont pas mourir de leur foie, mais ils vont plutôt faire des complications cardiovasculaires et ce sont des patients finalement où, par exemple, je reçois quelques années plus tard un compte rendu de cardio parce qu'effectivement, il y a eu un infarctus ou de neuro parce qu'il y a eu un AVC. C'est vraiment important, c'est une maladie. Quand on diagnostique une maladie du foie gras, il faut pas garder le patient uniquement, en hépato et en médecine générale. Il faut absolument aller voir le cardiologue. Ça, c'est capital, capital. Tous mes patients, je leur dis: «Il faut que vous alliez voir le cardiologue parce que, OK, moi, je m'occupe des maladies du foie. Probablement que vous allez pas faire de complications au niveau de votre foie, mais par contre, vous pouvez faire des complications au niveau de votre cœur» et c'est vrai, les statistiques le montrent, le pronostic, il est plutôt au cœur. Et c'est les maladies, de toute façon, alors que, comme tu as bien fait de préciser, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de maladies cardiovasculaires, et c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais c'est surtout oui, infarctus, AVC, et c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre, c'est que c'est ces maladies-là qui viennent parler en premier et qui montrent bien que même si on a un problème au foie à la base, ou en tout cas de la graisse, et la répercussion, elle est vraiment globale, au final, sur tout le corps. Et c'est d'où l'importance et ça c'est très bien de le préciser aussi, quand on se rend compte que le foie est un peu trop gras, un peu trop, enfin, commence à tendre vers le MASH, c'est presque tant mieux de le découvrir parce que ça veut dire que vous avez encore un moyen d'action. Parce que c'est pas quand vous êtes diabétique sous insuline que vous pouvez vous dire on a toujours un moyen d'action. Hein, les diabétiques sous insuline, continuez de faire du sport et de bien manger. Mais on peut pas revenir en arrière. Et là, il y a un potentiel à revenir en arrière qui est possible réellement. Ouais, Je vais te complètement. poser une Donc question qui est pas aujourd'hui, du tout loin. Vas-y, t'inquiète. non, non, Excuse-moi. non, vas-y, dis-moi. Non, non, pas de souci. Je voulais juste te poser une question alors qui est pas dans la liste, donc j'ai pingé au cas où. On voit beaucoup parler de l'Ozempic, de tout ça. C'est une question que j'ai posée à un de mes praticiens la dernière fois, qui aide à la perte de poids, voilà, sur certaines indications. Est-ce qu'on sait si ces traitements-là diminuent aussi
le mâche, le foie gras dans cette perte de poids, ou si les gens continuent d'avoir exactement la même hygiène de vie, ça change pas trop autre chose au niveau métabolique? La prise en charge de la mâche aujourd'hui, elle est centrée sur la perte de poids. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ok. les études ont montré que si tu perdais 10% de ton poids total, ce qui n'est pas forcément majeur, mais tu inversais quasiment complètement, ou en tout cas tu normalisais ton bilan du foie, et voilà, et ça c'est l'objectif. Donc on est vraiment sur, quand on voit un patient qui a une maladie du foie gras, bien évidemment que s'il y a un surpoids, il va falloir perdre du poids. Il va falloir perdre du poids, et donc on va évidemment expliquer le régime, l'alimentation méditerranéenne. On va prêcher pour la reprise d'une activité physique adaptée. Et dès qu'il y a un diabète, on va sauter sur l'occasion pour recommander l'introduction des traitements, comme tu as parlé, de l'Ozempic, des autres, donc ce qu'on dit les analogues de GLP-1, qui sont effectivement une énorme aide aujourd'hui pour nous, parce que à l'heure où on enregistre le podcast, je n'ai aucun médicament en France à proposer pour spécifiquement dans l'indication d'une mâche. J'en ai pas. Donc je prends tout ce qui est à ma portée pour, si tu veux, essayer effectivement d'améliorer quand même la mâche. Ça passe par les analogues de GLP-1, et dès que on a eu ça qui est apparu clairement, dès qu'ils ont un diabète, hop, on embraye là-dessus parce qu'ils perdent du poids et que ça améliore nettement leur bilan hépatique. Et pour ceux-là qui ne sont pas diabétiques, effectivement, aujourd'hui, on les incite globalement, évidemment, après échec, comme on dit, d'avoir essayé de voir une diététicienne, de mieux manger, mais on sait bien que quand on a 50 ans de régime derrière soi, parce que ça a été la mode pendant des années. Aujourd'hui, moi, je parle plus de régime. Au secours, arrêtons ça. On bannit les régimes drastiques. Je sais pas, moi, hypocalorique, hypo je sais pas quoi, nana, ça c'est terminé. C'est fini. C'est une alimentation méditerranéenne, saine, et de l'activité physique. Mais moi, j'ai des patients, ils me disent: «Moi, ça fait 40 ans que je suis au régime à chaque fois, et en fait, maintenant, c'est terminé, mon poids ne bouge plus ou je ne fais que grossir». Donc effectivement, on aura beau essayer de faire un rééquilibrage alimentaire, bien sûr qu'il faut le faire. Néanmoins, il y aura pas une perte de poids à 50 ans de l'ordre de 10. Enfin, c'est quand même, on n'y arrive globalement pas. On y arrive parfois chez des gens souvent un peu plus jeunes, tu vois? On a des mâches, hein, maintenant à 25 ans, à 30 ans. Donc ceux-là, ils se mettent au sport, ils font du sport intense parce qu'ils ont, pas de problème d'arthrose. Puis voilà, ils ont cette capacité aussi à le faire. À 50 ans, à 60 ans, c'est compliqué. On va pas aller s'inscrire à un semi-marathon comme ça. Donc oui, les médicaments et les analogues de GLP-1 sont une vraie aide. Pour les non-diabétiques, donc la formule non remboursée, aussi, c'est compliqué parce que, c'est cher, mais ça va arriver. En tout cas, dans l'indication de la mâche, on a, ces molécules, hein, ces mêmes molécules, en fait, hein, qui sont, celles qui sont, aujourd'hui, entre le tirzépatide et et le Wegovy. Ces molécules sont étudiées dans l'indication de la mâche, mais aujourd'hui, on ne l'a pas pour cette indication-là. Mais ça va arriver. Il y en a d'autres aussi qui vont arriver spécifiquement pour le coup, pour la mâche. Super intéressant parce que, bon, même si c'est très compliqué pour certaines personnes, 10%, ça représente, pour quelqu'un de 100 kilos, 10 kilos, quoi. Donc c'est quelque chose c'est faisable. Du reste, surtout quand comme tu dis, tu les prends à 25, 30, 40 ans, c'est assez facile. Après, c'est vrai que c'est toujours très compliqué de mettre en place des règles bah, de le dire aussi apparemment, hygiéno-diététiques, parce que on donne des conseils aux gens, mais quand vous êtes chez vous ou devant votre liste de courses ou devant tout ça, c'est très compliqué et tout le monde n'a pas accès à une diète, tout le monde n'a pas accès. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez complexe et en effet, c'est pas qu'une question de volonté, c'est aussi une question de moyens. Et là, voilà, il y a d'autres choses qui sont en cours, d'autres projets potentiellement de notre côté, en tout cas nous.
Sur la labo d'Hippocrate, je t'en parlerai après, mais on essaie de se pencher un peu là-dessus. La partie NASH, je pense qu'on MASH, pardon, je vais pas y arriver. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a un point que je trouve important à aborder, même si je pense que c'est de moins en moins fréquent dans notre pays, c'est les causes virales des problèmes hépatiques. Tu as rapidement abordé le sujet tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire un petit tour du propriétaire? Il y a donc des hépatites. En fait, ce qui pose problème encore une fois, pour abîmer durablement le foie, ce ne sont pas les hépatites aiguës. C'est pas l'hépatite A qu'on attrape quand on est, par exemple, en voyage et par des aliments qui sont contaminés, par une eau, par exemple, qui n'a pas été bien filtrée. Ça n'est pas non plus l'hépatite E. L'hépatite E, on va plutôt elle est plutôt en France, on va la contracter en mangeant de la saucisse de foie, par exemple, qui est pas bien cuite. Donc ces hépatites virales aiguës, on en guérit. Ce qui pose problème aujourd'hui pour le foie, c'est les hépatites virales chroniques et donc il y a l'hépatite B et l'hépatite C. L'hépatite B, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, en France, j'en vois beaucoup, beaucoup. L'hépatite B, elle peut ne poser aucun problème pendant toute une vie, être là, mais ne pas poser problème. Le corps, le foie, tout le monde vit très bien ensemble, mais il faudra surveiller parce que parfois, il y a une rupture, probablement, une rupture immunitaire et puis alors là, le virus se met à agresser, il y a une réaction inflammatoire du foie et hop, c'est la spirale vers le risque de fibrose et donc de cirrhose. Et là, il y a besoin de mettre en place un médicament qu'on va commencer et qui sera probablement à prendre à vie. Donc ça, c'est l'hépatite B. Hépatite B, surveillance tout le temps, à vie. Voilà. Et ça, on en voit quand même encore beaucoup. On a beaucoup d'espoir avec la vaccination des bébés obligatoire depuis 2018. Et on sait très bien que un des risques comme ça du virus de l'hépatite B, dans les pays où il y a beaucoup d'hépatite B, comme par exemple en Asie, heu, avec la vaccination obligatoire, l'objectif, c'est de diminuer, hein, la survenue de cancer, du foie en lien avec une hépatite B. Donc on espère vraiment, voilà, la vaccination obligatoire, bien évidemment, ça nous a beaucoup aidés, nous, en tant qu'hépatologues et on est ravis de cette décision. Pour l'hépatite C, on va dire qu'il y a à peu près 70 000 personnes en France encore avec une hépatite virale C, donc très peu par rapport à 60 millions. Mais notre objectif, c'est que l'hépatite C disparaisse complètement de France et puis du globe entier et qu'on n'en parle plus, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est une maladie qui se guérit très bien. Euh, on a assisté à une révolution on est en 2025, en l'espace de un peu moins de 15 ans sur les traitements de l'hépatite C. Donc aujourd'hui, avoir une hépatite C, finalement, c'est entre guillemets pas vraiment plus vraiment un problème puisqu'on va la traiter, la guérir, mais le problème aujourd'hui, c'est le dépistage de l'hépatite C. Parce que, parmi ces 70 000 personnes, ben, il y a un bon paquet qui ne savent pas qu'ils ont une hépatite C. L'hépatite C, ça se transmet par, le sang et c'est, on va dire le réservoir, en tout cas ceux aujourd'hui on va retrouver plus d'hépatite C, c'est chez les personnes qui consomment des drogues, soit par voie intraveineuse, soit par sniff, donc par voie nasale et donc avec un partage parfois de matériel, contaminé et une transmission par le sang, tandis que l'hépatite B, c'est une transmission plutôt, sexuelle. OK, très clair. Très, très clair et en effet, je pense que la vaccination des bébés maintenant pour l'hépatite B, c'est une très bonne idée, une très bonne nouvelle, en tout cas pour, avancer vers les mêmes ponts que l'hépatite C au final. Réussir à Moi, c'est quelque chose que j'explique assez souvent, j'ai eu les discussions avant-hier aussi, c'est que certaines vaccinations dans certains pays on a réussi à éradiquer certaines maladies et déjà rien qu'en France. Donc c'est la variole qui a été éradiquée après la création du vaccin justement, ou même la polio. Si certaines maladies ne sont plus présentes, c'est grâce à la vaccination, en grande partie maintenant. Je vous coupe 5 secondes juste pour vous demander de vous abonner si vous aimez le podcast et de mettre 5 étoiles sur Spotify et les plateformes comme YouTube ou Deezer. Ça nous soutient et nous permet d'avoir toujours plus d'invités exceptionnels. On a parlé un peu de quand ça se passe mal.
On va essayer de voir un peu maintenant comment on fait pour que ça se passe bien. Ce serait quoi les bonnes pratiques en termes, alors j'ai surtout axé alimentation parce que je sais que c'est ça qui joue beaucoup, mais en termes d'hygiène de vie, de style de vie pour prendre soin de son foie. En termes d'hygiène de vie, tu vois, on a parlé au tout début de l'alcool. Moi, ce que je dis sur mes réseaux sociaux, c'est exactement ce que tu as dit, c'est exactement ce que les addictos disent. Si le verre n'est pas obligatoire, ne le buvez pas. Voilà. Je suis très très claire avec mes patients. L'alcool n'est pas nécessaire. On n'est pas obligé de consommer de l'alcool. On a de la chance depuis quelques années. Moi, à titre personnel, j'ai une maladie du foie depuis 1 an et j'ai complètement changé effectivement ma consommation, mes apéritifs. Je consomme très rarement de l'alcool parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à côté. On peut boire, il y a tout un panel de bières sans alcool, il y a le kombucha, le kéfir, des mocktails, enfin voilà, il y a quand même, plein de choses possibles qui sont pas forcément des sodas ou des jus de fruits. Parce qu'au début, hein, on était plutôt sur, l'oasis des enfants et ça, c'était quand même assez triste quand tu es adulte et que tu bois plus d'alcool ou que tu as plus le droit de boire de l'alcool. Mais voilà, donc ça déjà, il faut en être conscient. L'alcool, effectivement, dès le premier verre, c'est pas bon pour votre santé et on a des alternatives, très sympas, à proposer. La deuxième chose, bien sûr, c'est l'alimentation. C'est vraiment l'énorme pilier. L'alimentation, donc j'en ai parlé, c'est l'alimentation méditerranéenne. C'est un peu la pyramide avec tout en bas tout ce qui est fruits, légumes, légumineuses à volonté. Et puis après, on va avoir donc plutôt des huiles végétales, huile d'olive, mais huile de colza aussi, limiter tout ce qui va être évidemment graisse plutôt saturée. Et puis après, sur entre guillemets les protéines, même s'il y en a dans les légumineuses, mais pour les viandes, on va limiter la viande rouge et on va privilégier plutôt la viande blanche, donc le poulet, la dinde, les poissons gras 2 fois par semaine. Et puis, si on remonte là dans la, je visualise ma petite pyramide, on va aussi évidemment tout en haut, ce qu'il faut limiter un maximum, les sucreries. Et là, on est sur, évidemment, on pense tout de suite, quand on dit sucreries, on pense aux bonbons, mais en fait, dans les sucreries, il y a aussi tout ce qui est produits transformés, les goûters, les gâteaux, et puis il y a aussi malheureusement des sucres cachés. Quand on consomme des produits transformés, donc c'est des produits qui ont été, heu cuisinés entre guillemets, on va dire à l'usine quoi. En fait, il y a des sucres cachés un peu partout. Alors c'est pas facile de savoir décrypter les étiquettes, mais il y a l'association, SOS Hépatite et Maladies du foie qui sensibilise énormément, là-dessus, sur une bonne alimentation. Alors c'est là, on n'est plus tout à fait dans le bon mois, mais on appelle ça le mois de juin sans sucre ajouté et c'est hyper intéressant et j'invite, tout le monde au mois de juin 2026 à les rejoindre parce que, ils sont, en fait, on est accompagnés pendant 1 mois pour justement essayer de décrypter, essayer de mieux manger et en fait, il y a rien de mieux qu'un produit brut, une courgette, un œuf, et on va se faire, avec un petit filet, d'huile de colza et on va essayer de, voilà, de cuisiner, son produit, ses produits bruts. Voilà, c'est ça si on doit retenir, avec de l'eau à volonté, bien évidemment. Ah, C'est très j'oubliais, clair, le c'est toujours sport. les mêmes. Ouais, oui, bien sûr, ça va de soi. Mais c'est en effet important de le préciser, mais ça reste toujours les mêmes choses à appliquer. Et c'est ce qu'on disait ce matin avec Anthony, c'est que les règles sont assez faciles au final. C'est bien manger, bien bouger, prendre soin de son sommeil, prendre soin de sa santé mentale. Mais dans le monde dans lequel on vit, c'est quand même assez difficile à mettre en place parce que tout est fait pour qu'on reste sédentaire, tout est fait pour qu'on mange n'importe quoi, tout est fait pour qu'on dorme mal et tout est fait pour qu'on soit stressé. Et c'est ça qui est très difficile pour ceux qui nous écoutent, je pense, pour mettre pour mettre des choses en place en fait. C'est comme si vous aviez une petite voix constante qui disait: «Allez, vas-y, bois un petit verre, fume un petit truc». Et c'est cette voix-là qu'il faut réussir
Alors c'est pas forcément lutter le mot qu'il faut, je pense que c'est la l'intégrer un peu, mais pas tout le temps. Je vous interromps juste 5 secondes une dernière fois pour vous préciser que si vous souhaitez contester une chose qui a été dite durant l'épisode, vous pouvez le faire avec le lien en description qui vous emmène vers un Google Doc où vous pouvez, étude à l'appui, nous justifier vos contradictions. N'hésitez surtout pas. Un point que j'ai pas mis dans mon document, mais c'est les médicaments aussi qui ont un impact sur le foie. Alors médicaments slash, parce que je pense que ça mérite de faire un point dessus aussi, les produits naturels qui sont utilisés aussi par les naturopathes, par des coachs sur les réseaux qui sont conseillés. Est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus si tu en as sous la main? Souvent, je remarque quand même qu'il y a une idée aussi qui est très ancrée et qui est fausse. C'est que les médicaments sont très toxiques pour le foie. Alors, on peut se dire que, bien sûr, le foie, il est là pour métaboliser, il est là pour modifier les molécules qu'on va ingérer. Et donc, il y a beaucoup de médicaments qui passent par le foie. On appelle ça le passage hépatique. Mais aujourd'hui, un médicament, si vous respectez la bonne posologie, si vous respectez, voilà, vous faites pas un surdosage, si la dose est adaptée à votre poids, pardon, il y a peu ou pas de risque pour votre foie. Bien évidemment, il y a toujours des réactions qui peuvent se produire, des réactions allergiques, mais vous pouvez faire aussi des plaques sur la peau. Et donc là aussi, on peut avoir des hépatites immunoallergiques à certains médicaments. Donc, des maladies chroniques du foie en lien avec des médicaments, ben, c'est très, très rare. Et c'est vrai que moi, j'ai pas mal de patients qui me disent: «Oui, mais c'est parce que j'ai pris beaucoup de médicaments». Bah, en fait, non. Généralement, il y a plutôt, une maladie du foie gras, une consommation d'alcool, mais c'est pas la prise de médicaments dentalgiques, par exemple, pendant des années qui crée une cirrhose. En revanche, on a un souci, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement beaucoup de d'automédication. On a beaucoup de produits sur le marché, sur internet, mais aussi, dans les supermarchés. Et parfois, il y a effectivement attention, je répète. Il y a d'authentiques, hépatites toxiques, à des molécules qui sont en vente libre. Et le problème, c'est qu'on confond l'idée que les produits soient en vente libre avec leur innocuité, mais pas du tout. Vous pouvez très bien, trouver, n'importe quel complément alimentaire. C'est pas parce qu'il est en vente libre qu'il n'est pas nocif, qu'il n'a pas d'effets indésirables. Donc, il y a souvent cette confusion et il faut vraiment se méfier parce qu'aujourd'hui, les compléments alimentaires que vous prenez, heu, ne subissent pas ou en tout cas ne passent pas les contrôles sanitaires que passent évidemment les médicaments, en tout cas le développement d'un médicament. Aujourd'hui, un médicament, s'il est mis sur le marché, il a passé énormément de tests. Contrairement, bien évidemment, si moi demain j'ai envie de lancer mon petit complément alimentaire, je me trouve une petite boîte, une étiquette qui va bien et hop, j'ai le droit, alors je le ferai pas parce que je suis médecin, donc j'aurais des gros problèmes, mais je pourrais peut-être aller en prison si je fais ça et ce serait normal. Voilà, donc grosse méfiance, parce qu'on a, des produits dits naturels. Là aussi, c'est pas parce que c'est dit naturel que ça n'est pas, toxique. C'est un point qui est vraiment super important parce que on oppose très souvent le médicament au naturel, en ne sachant pas initialement déjà que pas mal de médicaments sont dérivés de la nature, bien sûr. Et naturel ne veut pas dire inoffensif. Et en fait, on parlait des reins justement ce matin avec les insuffisances, enfin les réactions immunologiques au millepertuis ou au thé noir ou des choses comme ça. Euh, c'est important de se dire que tout ce que vous ingérez peut avoir des conséquences. Encore plus quand vous ne savez pas la traçabilité. C'est-à-dire que l'entreprise de compléments alimentaires, comme tu dis, n'importe qui peut demain ouvrir une boîte de compléments alimentaires, peut mettre ce qu'il veut dedans et potentiellement ce qu'il veut dans les petites gélules avec certaines réglementations, mais qui sont quand même assez flex. Hein. Anthony disait ça ce matin, il y a une étude qui a prouvé que dans certaines protéines en poudre, il y avait des produits anabolisants ou des choses comme ça qui ne sont pas déclarés dedans.
Il faut faire attention à ce que vous mettez dans votre corps. On vous parle de l'alimentation, on vous parle de manger des bonnes choses. C'est pareil. Les compléments, toutes ces choses-là, déjà, ne sont pas, sauf pour très peu d'entre eux, euh, nécessaires si vous avez une bonne alimentation et une alimentation correcte tous les jours. Mais c'est un énorme marché et ça vend très très bien. C'est un peu ma bataille sur les réseaux, sur LinkedIn. Il y a un paradoxe entre si tu veux, je trouve, mais c'est normal, hein, on est tous comme ça. Moi, la première, entre la facilité, entre prendre un complément alimentaire et typiquement pour le foie, il y en a beaucoup qui sont très connus, entre par exemple, le radis noir pour, tout ce qui est desmodium, tout ce qui est chardon-marie et l'idée, c'est de se dire: «Peut-être que prendre une petite gélule de chardon-marie plutôt que d'aller faire 1 heure de sport, pour mon foie gras». Bah non, en fait, ça marche pas comme ça malheureusement. Si c'était, miraculeux le chardon-marie, ça ferait longtemps que nous, les hépatologues, on le prescrirait. C'est pas le cas, ça veut dire que ça fonctionne pas. Ou au mieux, ça va synthétiser, en tout cas, synthétiser de la bile, ça va stimuler la production, de bile et la production de bile, ça peut peut-être améliorer la digestion. Mais ça va certainement pas, changer le pronostic d'une maladie du foie. Je voulais juste faire un petit point info intox parce que bon, tu as abordé déjà le sujet du chardon-marie, de tout ça. Est-ce qu'il faut faire des cures pour détoxifier son foie? Non, il faut pas faire de cure pour détoxifier son foie. Que répondre à ça? Non, 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 non. Alors c'est des choses, tu sais, qu'on voit de façon très récurrente, après, Noël, après les fêtes de fin d'année. On voit alors là, on a, une foultitude, effectivement d'ampoules, pour détoxifier. Non, encore une fois, le foie, si vous le traitez bien, bah, il va faire le boulot tout seul. Franchement, gardez votre argent pour aller, faire 1 heure de piscine. Gardez votre argent, pour, vous acheter au marché, des légumes de saison. Mais, s'il vous plaît, mettez pas votre argent, pour, une cure de desmodium, vraiment. Et c'est comme les jeunes monodiètes où vous mangez que des pommes pendant 3 jours pour détoxifier votre corps, c'est pareil. Faites-vous plaisir, mangez d'autres choses. Parce qu'au bout de 3 jours, les pommes, vous allez en avoir marre. On voit certaines boissons dans le marché. Je pense à une marque précisément qui est sortie avec ça il y a quelques années, en réaction à la gueule de bois, qui disent qu'ils ont de quoi curer la gueule de bois. Alors j'ai regardé ce qu'il y a dedans, il y a du NAC, il y a des plantes, des choses comme ça. Est-ce que ça a été étudié ces produits-là? Non, alors le NAC, c'est un produit qu'on utilise effectivement quand on a une hépatite. Initialement, c'est l'antidote un petit peu qu'on donne sur les hépatites au paracétamol, les hépatites, très sévères, voire fulminantes. Heu, c'est des voilà, ça c'est ce qu'on mais ça a une indication extrêmement précise et c'est pas parce que vous allez prendre, alors en plus dans ces indications comme antidote, l'hépatite au paracétamol, donc là encore une fois attention, hein, c'est pas parce que vous prenez du paracétamol à des doses normales que vous allez faire une hépatite, hein. Là, on parle vraiment souvent, de prise massive de paracétamol et donc on donne du NAC, donc du N-acétylcystéine, mais à dose extrêmement importante par voie intraveineuse. Donc, d'aller, prendre, un tout petit peu de NAC, c'est certainement pas ça qui va changer, la face du monde, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je trouve que c'est très grave de faire ça parce que c'est légitimer le fait que, bah, on puisse, tout à fait, se prendre une bonne murge et puis après, vous inquiétez pas, on prendra, une petite solution, derrière et comme si de rien n'était, le corps va récupérer. Enfin, vraiment, je trouve ça honteux, et très dangereux. Je partage à 100% ton point de vue, c'est des choses qui marchent pas. Pour avoir essayé ça quand j'étais étudiant, ça ne fonctionne absolument pas. Encore une fois, gardez votre argent et ne buvez pas à outrance, votre corps vous remerciera. On est passé sur les autres infos intox déjà avant. Il nous reste pas énormément de temps. J'ai 2 petites questions, enfin une question et la conclusion. La première, c'est quoi les examens qu'on peut faire pour surveiller son foie et à quel moment il faut les faire?
Alors, ça passe par, c'est une prise de sang, en fait, hein, c'est une prise de sang. Alors, c'est une discussion avec votre médecin généraliste. Il n'est pas question d'aller lui faire une liste de courses en disant: «J'ai écouté Pauline Epatho, au labo d'Hippocrate et du coup, elle a dit qu'il fallait, doser», c'est très désagréable. Non, je crois que il est quand même de bon ton, de temps en temps, de faire un point quand on a notamment remarqué, on le disait tout à l'heure, de la graisse viscérale ou en tout cas on a un tour de taille un peu là, il faut effectivement peut-être engager la conversation et dire: «Est-ce qu'on ne ferait pas un dépistage, des maladies du foie avec, par exemple, un bilan hépatique, mais pourquoi pas une glycémie à jeun, un bilan du cholestérol?» À 50 ans aussi, un peu voilà, un titre systématique. Quand évidemment on a, une découverte comme ça de stéatose, donc de foie gras sur une échographie. Et puis après, de façon un peu plus générale, hein, quand on a une fatigue inexpliquée, là aussi, hein, c'est bon de faire, un bilan hépatique puisque les maladies du foie n'ont pas de symptômes ou peu de symptômes, mais quand même, maintenant, par expérience, hem, les maladies du foie fatiguent. Alors par expérience personnelle, en fait, probablement. Les maladies du foie fatiguent, et en fait, toute fatigue quand même anormale, intense, il est de bon ton d'en discuter avec le médecin et peut-être sur la prise de sang, parmi plein d'autres choses, faire un bilan hépatique effectivement. Et là, la majorité des médecins généralistes, du reste, ont le dosage des enzymes hépatiques assez facile. Ça fait partie du bilan de base qu'on prescrit assez fréquemment. Écoute, on va pouvoir conclure. Moi, j'aime bien toujours conclure par 5 conseils, même si c'est de la répétition, qu'on peut leur donner, qu'on peut vous donner, à vous qui nous écoutez ou nous regardez, euh, pour prendre soin de son foie sur le long terme. Alors, si on se répète effectivement mes 5 conseils importants. Prenez soin de votre santé. La première des choses, c'est que, parfois, je préfère commencer par ce conseil-là, c'est d'un peu de vous écouter et quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, peut-être que vous avez raison. Parfois on n'ose pas consulter, on n'ose pas ou bien on oublie ou bien on est pris par, notre, vie de tous les jours. Mais en fait, vous êtes souvent quand même les meilleurs, pour, savoir s'il y a quelque chose qui cloche. Donc n'hésitez pas, allez en parler à votre médecin généraliste. Voilà, si vous trouvez qu'il y a un truc qui va pas, là encore, comme on vient de le dire, pourquoi pas faire un petit bilan hépatique. Voilà, parlez-en, écoutez-vous et de façon générale, en fait, si vous avez un symptôme, s'il y a un truc qui vous tracasse, ben, il faut passer la porte de votre médecin et ne pas attendre, avec vos angoisses, vos incertitudes, voilà. Ça, c'est la 1re des choses. Hem, évidemment, pensez à votre, alimentation. L'alimentation, si vous voulez aller taper là sur Google, tapez alimentation méditerranéenne, vous allez trouver, des recettes. Vous allez aller sur, Manger Bouger, La Fabrique à Menu. Il y a plein, plein de bonnes choses, à trouver aujourd'hui, sur internet, mais aussi les réseaux sociaux sont quand même des bonnes sources d'informations gratuites. Ça me permet d'enchaîner sur attention avec ce que vous voyez aussi sur internet. Alors c'est un peu paradoxal ce que je viens de dire, mais pourtant c'est très vrai. Il y a des très bons contenus, il y a des contenus très dangereux. Donc il faut apprendre à lire entre les petites lignes et voilà, méfiez-vous de tout ce qui est remèdes miraculeux. Méfiez-vous des programmes de coaching où on va, vous promettre, de modifier du tout au tout, votre pronostic, de santé ou en tout cas votre pronostic hépatique alors que, même votre médecin, n'y arrive pas. C'est vraisemblablement on est sur une arnaque et puis encore une fois, s'il y a un business derrière, gros warning, on veut vous vendre quelque chose et finalement, c'est peut-être pas forcément extrêmement bienveillant. Ça fait 3, je crois. Le 4e, point, pour moi, ce qui est très important, c'est vraiment de prendre rendez-vous avec une activité physique. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez une vie qui va enfin voilà, qui va très vite. On est tous débordés, on travaille. Quand on a des enfants, on doit gérer les enfants.
il y a plein de choses à faire. Si vous ne prenez pas rendez-vous dans votre agenda, le sport passera toujours derrière autre chose. Donc il faut dégager du temps et il faut le marquer dans son planning en se disant: «Le mardi, je vais faire 30 minutes de marche rapide. Le jeudi, c'est là où je fais 15 minutes de yoga avant de partir au travail», et cetera et cetera. Et petit à petit, vous allez réussir à aimer ça et vous allez, réussir à maintenir, cette routine et puis c'est un cercle vertueux parce que plus on bouge, mieux on se sent et mieux on est en santé et cetera et cetera. Voilà, et il y a pas d'âge pour commencer à faire de l'activité physique. Ça peut être de la marche, nordique. Quand on a 60 ans, il y a pas d'âge pour commencer. Et le 5e point, éviter les toxiques. Éviter le tabac, éviter l'alcool, éviter le cannabis, éviter les autres drogues. Moi, je travaille beaucoup avec les patients qui ont une hépatite C, donc évidemment, ça me touche dans mon métier parce que, voilà, j'ai une affection particulière pour ces patients usagers de drogue. Voilà, moins, vous allez, y toucher et plus ce sera, entre guillemets, «facile» de s'en extraire. Voilà, attention aux toxiques, ça fait pas bon ménage avec le foie. J'aurais pas dit mieux. Je rajouterais juste que je n'ai jamais vu personne qui a commencé à prendre soin de soi, à bien manger, à bien bouger, à prendre du temps pour soi, et qui a fini par le regretter. Par contre, j'ai vu beaucoup de personnes qui n'ont pas pris soin d'eux et qui malheureusement ont fini par le regretter. Après, le pouvoir et tout le reste est entre vos mains. Ça, c'est important. Du coup, tu vas pouvoir nous dire où on peut te retrouver. Tu sors. Vas-y. Je voulais dire, faites de vous une priorité, c'est tout. Exactement. J'aurais pas dit mieux, c'est un très bon résumé. Tu sors ton livre, ou tu as sorti ton livre, je pense, au moment où cet épisode sera publié. Est-ce que tu veux nous en toucher un petit mot? Donc j'ai écrit un livre, qui s'appelle «Décrypter votre ventre», qui, parle de la santé digestive en général. On explore, organe par organe, de la bouche à l'anus. Voilà les petits dysfonctionnements du système digestif, mais aussi, on aborde, toutes les maladies également, des conseils évidemment, santé et l'idée c'est de faire ça, de façon drôle et illustrée. Donc j'espère que ça aidera, pas mal de personnes. Ok, très chouette. De toute façon, on mettra les liens en description de l'épisode. Et tu peux nous dire du coup où on peut te retrouver, sur quel réseau, sous quel pseudo? Vous me retrouvez globalement, sous le nom de Pauline Epato sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube pour des formats un peu plus longs avec pas mal de contenu justement sur, la maladie du foie gras, mais aussi sur Facebook et sur LinkedIn. On te présente vraiment partout. On va pouvoir couper l'enregistrement. Je te garde juste 5 minutes le temps que ça s'upload et après, je te laisse. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Vous avez maintenant des outils pour prendre soin de votre santé au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles. Nous on se retrouve dans 2 semaines. Ciao.